Hello et bienvenue sur le podcast Entrepreneuse sans succès. Je suis Claire, entrepreneuse depuis près de 3 ans et je te partage ici chaque semaine des réflexions autour de l'entrepreneuriat, de l'organisation et des réseaux sociaux. Je n'ai pas pour ambition de t'aider à monter un business, non. Cependant, je sais que ce qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est d'avoir ce genre de réflexion avec d'autres entrepreneurs. Alors si tu veux me rejoindre dans mon brainstorming, installe-toi, ça va commencer. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour ceux qui le souhaitent, c'est un épisode que j'ai filmé, qui est donc également disponible sur YouTube au format vidéo. Et donc aujourd'hui, l'épisode du jour va porter sur ce qu'est la zone de génie. Alors c'est un concept que j'ai découvert quand même assez tard, tout simplement par différentes lectures. Et donc il faut savoir que c'est quand même un terme qui date quand même de 2010, que l'on doit à un monsieur qui s'appelle Gay Hendricks, qui a écrit un livre, The Big Leap, ou Le Grand Saut, pour ceux qui préfèrent le français. Et donc il définit la zone de génie comme l'intersection entre nos talents uniques, nos passions et nos forces. En gros, c'est comment s'engager dans un travail pour lequel on a un don naturel, utilisant des compétences innées plutôt que simplement acquise. Et donc j'ai découvert ce terme un peu quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, parce qu'en vrai j'ai commencé à entreprendre, je lisais beaucoup de développement personnel à ce moment-là, c'était un peu un truc qui était totalement nouveau pour moi. J'ai commencé en lisant le livre qui s'appelait Comment se faire des amis, qu'un ami m'avait conseillé. En réalité, c'est pas du tout un livre pour réellement se faire des amis, mais c'est un livre que j'avais aussi trouvé assez intéressant. Alors le titre complet c'est Comment se faire des amis et il y a un truc et les manipuler ou un truc comme ça. Oui voilà, c'est ça, le vrai titre c'est Comment se faire des amis et influencer les autres. Manipulation tout de suite. Non, et donc j'ai commencé par là, mais c'était plus globalement une phase dans laquelle je lisais beaucoup de développement personnel parce que quand tu découvres un sujet, t'as l'impression qu'il faut tout... Enfin moi en tout cas je suis comme ça, j'avais envie de tout dévorer. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le concept de zone de génie. Pour moi, ça se rattachait aussi à ce qu'on appelle l'ikigai. Vous savez, pour se créer le métier de ses rêves, en fait, il faut créer un métier qui soit à l'intersection entre ce que t'aimes faire, ce pourquoi t'es doué, ce pourquoi tu pourrais être payé et ce dont le monde a besoin. Et bon, j'avais même fait un article de blog à l'époque sur le sujet tellement ça m'avait passionnée. Disons que toute cette réflexion, ça m'avait grandement permis de me questionner en fait plus globalement sur ce que je faisais au quotidien. À l'époque, il faut se rendre compte que j'avais donc bossé 1 an dans le secteur du nucléaire puis 1 an en banque. 2 métiers qui m'avaient pas plus passionnée que ça, pour autant dans lesquels j'étais pas mauvaise, même douée, mais pour le coup plus globalement ce dont je m'étais rendu compte c'est que c'était pas forcément le métier en lui-même que j'aimais pas, mais plus là où je l'avais exercé, en mode dans une grosse boîte, en tant que salarié et donc n'ayant aucun pouvoir de décision. Aujourd'hui je travaille pour des grosses boîtes en tant que prestataire et je vous le dis ce n'est pas du tout la même position parce que tu as beaucoup plus la capacité, en tout cas c'est mon avis, mais tu as beaucoup plus la capacité de faire bouger les choses quand tu es en extérieur que à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, en fait, te prendre pour ton expertise, donc s'il te fait confiance, et moi je travaille qu'avec des gens qui ont confiance en moi et vice-versa, eh bien il va être de ton côté pour faire bouger les choses. Bref, donc ça n'a rien à voir avec à l'époque où j'étais bloquée dans une situation où en fait personne m'écoutait. C'est vraiment le sentiment que j'avais, un vrai manque d'écoute, que ce soit de la part de mes collègues, de mon management, etc. Et donc c'est vraiment les lectures sur ces sujets qui m'ont permis de constater tout ça. Et aujourd'hui, là, plus récemment, ce concept de zone de génie est revenu en pleine face parce que j'ai vraiment eu la sensation, là, ces 6 derniers mois, de m'être un peu perdue sur mon activité. En fait, j'ai dédié une grande partie de mon temps à l'agence qu'on a montée avec Christian, donc à Circadia, et j'ai grandement délaissé Claire No Code, alors que Claire No Code, c'est moi. Mais c'était très très représentatif de ce qui s'est passé ces derniers mois. Je sais que là, cette semaine, j'ai reçu beaucoup d'amour de plein de personnes. J'étais choquée par rapport à mon dernier épisode de podcast, donc je tiens à le dire, ça va. Vraiment, je vous le dis, ça se passe bien. Vraiment, même, ça va mieux. Si je suis capable d'aussi bien verbaliser tout ce qui se passe en ce moment, c'est que déjà, j'arrive à prendre du recul et avoir une vision plus réaliste de ce qui se passe en ce moment. Vous avez été nombreux à réagir à mon dernier épisode de podcast en m'envoyant énormément d'amour, et donc merci, parce que vraiment, j'ai été choquée et ça fait du bien. Ce qui a causé, on va dire plutôt, cette situation où aujourd'hui je me sentais un petit peu perdue, eh bien je pense que c'est vraiment lié au fait que je me suis éloignée justement de cette fameuse zone de génie. Quelle est ma zone de génie à mes yeux ? Alors, pour moi, ma zone de génie, c'est vraiment la partie création de contenu.
Pourquoi ? Parce que là, je suis à mon micro et j'enregistre des vidéos depuis 3 heures. Je vais être honnête, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes que j'y suis. Et ça, c'est un bon indicateur. Quand vous pouvez faire une action pendant des heures sans que ça vous paraisse compliqué et lourd, limitement, comme il le dit, ça relève de quelque chose de presque inné et naturel. Bah moi, je parle beaucoup, même dans la vraie vie. Je passe mon temps à déblatérer. Je peux faire des monologues à mes potes. D'ailleurs, je me suis grandement calmée là-dessus parce que le livre Comment se faire mes amis m'a expliqué qu'en fait, faire des monologues et pas laisser les autres en placer une, c'est pas forcément la meilleure façon de nouer des relations, mais c'est vrai que quand je suis passionnée par un sujet, je peux me mettre à mon micro et en parler pendant des heures. Donc, créatrice de contenu, pour moi, c'est presque inné. Genre vraiment, j'adore ça. Et même, j'aime le beau. Il n'y a pas que le côté je suis hyper à l'aise maintenant, aujourd'hui, à la caméra, parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'ai travaillé. Mais de base, on va dire, la partie innée de ce travail, c'est que j'ai toujours quelque chose à raconter. Parce que je suis tellement curieuse que je passe mes journées à lire, à consulter, à documenter. Et donc après, j'ai plein de choses à retransmettre, en gros, pour le faire très très simple. Et ces derniers temps, je ne faisais quasiment plus de création de contenu parce qu'en fait, j'étais totalement focus sur la partie justement dont j'ai parlé la semaine dernière, la partie délégation, comment tu construis une équipe, comment justement tu passes de 1 à 10. C'est pas simple, ça demande d'y consacrer énormément d'énergie, ce qui est totalement normal. Et donc, je passais plutôt mes journées à coacher, à moi-même apprendre ce que c'était que le management par la force des choses. Et j'ai beaucoup moins créé de contenu. Et moi, vraiment, je considère que créer du contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la partie formation, je le place dans le même niveau de kiff, on va dire, d'action au quotidien. Je kiffe autant faire une vidéo YouTube que tourner une formation ou un podcast. Et au-delà d'avoir la sensation que le temps passe super vite quand on fait cette tâche, il y a aussi ce truc de en fait c'est super simple pour nous, enfin super simple. C'est quelque chose que l'on fait assez naturellement et surtout c'est en lien avec nos passions. Moi, YouTube, typiquement, même les contenus en général, je consomme énormément de vidéos YouTube. YouTube, c'est ma télé. Je regarde très peu la télé, genre vraiment à part The Voice, je regarde très peu la télé, mais par contre YouTube, mais je suis passionnée par ça depuis que j'ai 10 ans. Je pense que tu peux me questionner sur le YouTube game français, voire même international. Je connais tous les YouTubeurs qui ont percé. Enfin, vraiment, au moins 2 noms. J'ai déjà vu des vidéos d'eux. Et même, Christian me le dit souvent ça, j'ai une facilité à repérer un peu les talents montants. Genre, ça m'est déjà arrivé, par exemple, pour Produit Internet, je lui avais écrit alors qu'elle avait genre 4000 abonnés, en lui disant, meuf, c'est exceptionnel ce que tu fais. Et genre, je sais pas combien elle a d'abonnés aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, elle a 77 000 abonnés. Je pourrais presque être conseillère en recrutement de youtubeurs tellement j'arrive, enfin j'ai une facilité à repérer les gens qui ont du talent et je pense que c'est lié au fait que moi-même entre guillemets j'ai du talent. Je pense que c'est pas, moi je crois pas trop au truc inné, je pense que c'est juste que comme c'est une passion que j'ai depuis toute petite, pour moi c'est facile, pas le fait de créer, parce que créer, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Mais comme je consomme énormément, je sais quoi créer déjà, ce qui est quand même un gain de temps énorme. Quand il s'est agi de créer la chaîne YouTube Claire No Code et que j'avais déjà une chaîne à 10 000 abonnés, j'étais en mode, vas-y, pour Claire No Code, j'ai envie que ça aille un peu plus vite. Je sais exactement quel type de vidéo fallait faire pour que ça perce et que ça pop et que ça monte très très vite. Et bam, 1 mois plus tard, j'avais 30 000 vues sur cette nouvelle chaîne. Et ça, c'est un truc, j'arrive à le hacker. Alors, je suis pas capable de le reproduire à chaque fois parce que, en fait, en gros, cette vidéo, j'y ai passé 100 heures. Mais genre, si tu me laisses 100 heures sur chaque vidéo, tu sais qu'elle peut faire ce nombre de vues, pour le faire très très simple. Et aujourd'hui, vraiment, je le dis, le truc qui me manque le plus dans mon quotidien, c'est YouTube. Et là, cette semaine, du coup, j'ai recontacté des personnes et tout pour justement me remettre dans cet objectif, pour remettre des habitudes en place, pour me remettre dans YouTube. Je sais que c'est l'objectif d'autres personnes aussi, donc potentiellement qu'on va s'entraider là-dedans. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, ma zone de génie, je pense que c'est vraiment ça. Et il y en a beaucoup qui vont dire « Non, mais toi, ta zone de génie, ça va être de faire du no-code. » Oui, je suis pas mauvaise en no-code, je suis même très forte. Mais tu vois, si on s'en tient à justement un modèle agence, je connais mes faiblesses. Mes faiblesses, c'est répondre aux emails. Et que ce soit des gens qui me contactent ou des clients, vraiment, je suis nulle en email. En fait, répondre à un email, pour moi, c'est presque une perte de temps. Non, ce n'est pas une perte de temps. Mais dans le sens où j'ai la sensation de faire une tâche qui n'est pas productive. Alors, est-ce que toutes les tâches doivent être productives, etc. Non, pas forcément, mais il n'empêche que, quitte à faire une tâche pas productive, je préfère encore aller me dorer la pilule à la piscine que répondre à un email. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. J'aime bien quand je suis en train de travailler, vraiment, d'avoir comme une sensation de « Ok, ce que je fais a de l'impact, permet d'avancer. » Et en fait, j'avoue, répondre à des emails, c'est très très peu le cas. Et donc,
comme je n'ai pas ce sentiment de satisfaction une fois que j'ai répondu à un email, et que par contre j'ai tout le temps ce sentiment de frustration quand j'ouvre ma boîte email et que j'en vois qu'il y en a encore 50 qui sont arrivés, bah voilà, c'est une tâche que je déteste, que je repousse, que vraiment je suis nulle en email. Et le problème, c'est que quand tu crées des solutions no-code, tu les crées bien souvent pour des clients, ou alors tu ne crées pas toute seule. Quoi qu'il arrive, tu as besoin d'échanger, et je suis nulle en ça. Je suis éclatée au sol. Et ça a été un vrai sujet, également avec mes équipes. Genre vraiment, j'en ai qui m'ont fait la morale et je comprends, ils ont raison, parce que je répondais pas, j'étais pas assez réactive sur Slack. Et c'est vrai, parfois je laisse passer 2-3 jours sans répondre. En fait, j'y arrive pas, c'est la moindre notification, il faudrait vraiment qu'un psy analyse ce comportement, mais la moindre notification sur mon téléphone ou mon ordinateur me fait genre mal au ventre, je déteste ça. Et alors c'est pas une excuse pour pas répondre, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai sujet, parce que quand tu veux monter une boîte avec plusieurs personnes, t'es obligé d'échanger avec eux. Même Christian, qui est mon associé et qui est aussi mon copain dans la vie, dit on ne se parle pas assez dans le business. C'est vrai qu'on ne se parle pas assez. Genre vraiment, vous regardez notre Slack, enfin notre discussion à deux, on se parle quasiment pas. La seule personne avec qui je parle un peu sur Slack, c'est Marine, parce qu'elle est à distance et on travaille vraiment au quotidien ensemble. Mais Christian, comme il est dans la pièce d'à côté, c'est tellement plus simple d'aller le voir. Voilà, moi les notifs écrites, j'ai beaucoup de mal. Beaucoup de mal. C'est un vrai sujet. Donc forcément, qui dit repérer sa zone de génie, dit aussi être capable de repérer ses faiblesses. Et je trouve que ça fait aussi écho à l'épisode de la semaine dernière sur la délégation, dans le sens où pour moi, en fait, la zone de génie, même s'il y a potentiellement un intérêt à la déléguer, je pense que c'est pas forcément la bonne idée. Parce que potentiellement, c'est ce qui fait toute la valeur de votre business. Exemple, je pense que ça... Enfin, moi en plus, Claire No Code tourne beaucoup autour de ma personne, c'est Claire qui no code quoi. Si demain c'était quelqu'un d'autre qui prenait ma place sur les vidéos, même pour vous parler d'un autre sujet, mais qui pourrait vous intéresser, genre je sais pas, il y a de fortes chances par exemple que justement une coach business, ça pourrait être intéressant de la faire intervenir sur la chaîne. Mais en vrai, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée pour moi de faire ça. Parce que honnêtement, ça risque de me frustrer, de ne plus pouvoir, potentiellement de ne pas pouvoir faire les vidéos parce que pendant une période de temps, c'est quelqu'un d'autre qui les fasse, alors que c'était ce que je préférais dans mon taf. Parce que forcément, qui dit zone de génie, dit aussi, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous passionne, c'est ce qu'on aime. Donc je pense que c'est vraiment hyper important de savoir les garder. Et le pendant, c'est que réussir à déléguer des tâches qui ne nous plaisent pas, c'est aussi quelque chose de positif. Là, typiquement, cette semaine, je vais le reconnaître, il y a une partie des messages que j'ai reçus, c'est Christian qui a répondu. Voilà, parce que vraiment, j'en pouvais plus, je n'y arrivais plus. J'étais sous l'eau. En fait, je suis même pas sous l'eau, parce que dans les faits, je pourrais me poser là. Je pourrais me poser, annuler le podcast et me dire je passe 1 heure à répondre à tous mes messages. Mais je sais pas l'expliquer, c'est plus fort que moi, je déteste ça. Alors que dans la vraie vie, quand il y a quelqu'un en face de moi, j'adore passer du temps avec lui. Mais c'est le message, c'est l'aspect message. Ça me convient pas, je déteste ça. Faudrait vraiment que je trouve pourquoi. Et pour aller encore plus loin sur la zone de génie, en fait, je pense que c'est aussi fortement lié à nos valeurs. Parce que, une zone de génie, ça va être certes une tâche pour laquelle on est doué, mais ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos YouTube, donc tâche pour laquelle je suis douée, pour des clients pour lesquels j'étais pas à 100% alignée avec les valeurs. Du coup, d'une certaine façon, en plus, c'est ton image qui va du coup en pâtir, c'est un bien grand mot, mais ton visage va du coup être identifié aux valeurs de l'entreprise. Donc ça peut aussi être problématique. Et tu peux perdre, moi je sais qu'il y a eu une période où du coup j'avais perdu le goût à ce travail parce que je le faisais pas dans un bon cadre. Donc faut bien réfléchir à tout ça et je pense que trouver sa zone de génie aussi plus globalement, parce que là je vous parle de la mienne qui est hyper définie et hyper simple à trouver, mais je pense que ça prend énormément de temps. Je vous rappelle, je viens de loin et d'ailleurs sur la partie dev, je pense que j'ai aussi une partie zone de génie, la partie vraiment où je code et tout. Pareil, même sensation, je peux y passer 4 heures sur Make typiquement, avoir plein de bugs et kiffer les résoudre et avoir la sensation que ça m'a pris 10 minutes. Et donc du coup ça implique que tu peux avoir des tâches dans lesquelles tu es en zone de génie mais qui sont souvent associées à des tâches pour lesquelles tu ne l'es pas et donc autant s'associer à des personnes pour lesquelles c'est leur zone de génie. Voilà, je sais pas s'il y a des gens qui kiffent répondre à des emails, moi perso, c'est dur. Par rapport encore une fois à la zone de génie, moi j'adore dire que toutes les personnes qui disent j'ai pas le temps, en fait, c'est pas qu'elles ont pas le temps, c'est que c'est pas leur priorité. Et se cacher derrière le fait que t'as pas le temps, c'est vraiment juste pas reconnaître que cette tâche, c'est pas ta zone de génie, tu te sens pas à 2000% à fond pour le faire, et que c'est vraiment problématique. Moi, là, il y a eu des phases où vraiment
juste typiquement pour la création de contenu, je n'avais pas le temps. Et en plus, du coup, je faisais que des tâches pour lesquelles je n'étais pas dans ma zone de génie. Déjà, les semaines étaient lourdes pour moi. J'ai l'impression qu'elles étaient lentes. Le dimanche soir redevenait difficile alors que ça m'était pas arrivé depuis le salariat, clairement. Et le jour où j'ai commencé à reprendre les tâches qui m'excitaient et ce pourquoi je faisais mon business, je vais vous dire un truc. Non seulement moi, je me sentais mieux, mais mon business se portait mieux. Et je comprenais pas trop quand les gens disaient en fait c'est hyper important vraiment le niveau de toutes les personnes qui bossent dans une entreprise sont souvent à l'image du niveau des fondateurs. J'étais là en mode je suis convaincue qu'il y a des boîtes avec des fondateurs pas très ouf où il y a des employés de ouf qui font tenir la boîte à bout de bras et ça fonctionne et ça marche très très bien et celui qui en tire tous les lauriers n'est pas forcément le meilleur de l'entreprise. C'est ma vision jusqu'ici. Et là je me suis vraiment dit en fait, d'une certaine façon, vraiment, depuis que moi je me sens mieux, j'ai la sensation que tout le monde bosse mieux, alors que j'ai rien fait d'incroyable à part reprendre les tâches pour lesquelles je suis douée. D'une certaine façon, je pense que, surtout dans une boîte de notre taille où on est minuscule, t'as un côté inspirationnel quand t'es fondateur qui est hyper important. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Si moi, j'y crois pas, si moi, je commence à perdre de l'énergie et à détester ce que je fais au quotidien, il y a de fortes chances qu'autour de moi, les gens ne suivent plus et ne soient plus juste dans le kiff. Le fameux flow, Christian dit tout le temps, c'est fou, t'arrives à être dans le flow. Dans le sens où moi, parfois, je peux passer 3 jours enfermée, hyper excitée par un projet. Et au bout de 3 jours, je sors et ça y est, je l'ai pondu, il est terminé. Et lui, Christian, n'a pas encore, je pense, trouvé cette zone de génie. Il y a une différence entre être excellent et être dans sa zone de génie. Mais lui, vraiment, par exemple, et je pense que c'est lié à ça, mais peut-être pas, mais je pense que oui, il a besoin d'avoir des horaires hyper fixes et de se dire, ok, je commence à travailler à 9h, à 19h c'est terminé, je ferme l'ordi. Je pense que c'est vraiment lié au fait qu'il n'est pas encore dans sa zone de génie. Parce que vraiment, moi, c'est la définition que je lui attribue en tout cas. Quand je suis dedans, je peux y passer des dizaines d'heures sans même m'en rendre compte, sans que ce soit douloureux. Et je sais qu'il y avait une freelance qui m'avait posé la question il y a pas longtemps aussi, t'as pas peur de finir en burn-out justement parce que, en fait, tu travailles tellement dans le sens où tu kiffes tellement ce que tu fais que tu comptes pas tes heures. Alors, je pense que j'ai déjà fait un burn-out, déjà, ça c'est un premier sujet. Quand t'es en burn-out, c'est pas qu'une question de charge de travail. On pourra faire un épisode entier sur le sujet, je pense que ce serait intéressant de faire venir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans pour échanger à ce sujet. Mais en tout cas, moi, quand j'en ai fait un, du coup, c'était vraiment pas lié à la charge de travail, même si elle était conséquente, on va dire que c'était qu'un des facteurs. Mais pour moi, le plus gros facteur, c'était vraiment les gens qui m'entouraient. Je vais vous raconter un petit peu mon burn-out pour que vous compreniez parce que je pense que c'était vraiment un moment où pour le coup je pense que j'étais quand même dans une zone de génie sur les tâches que je faisais au quotidien dans le sens où je comptais pas mes heures et je kiffais, mais le déclic du burn-out n'a pas été causé par les tâches ni la charge de travail mais vraiment par le cadre dans lequel je travaillais. Donc je vais vous raconter un petit peu le déclic et comment ça s'est passé parce que en fait moi mon burn-out c'est vraiment fait du jour au lendemain. En gros j'ai pris 2 jours de congé, donc j'avais un week-end de 4 jours en milieu d'été, en juillet. Et donc je suis partie rejoindre mes parents en Normandie, près de la plage. Et à peine arrivée, je crois que je me fais piquer par des guêpes ou quoi. En tout cas, j'ai des boutons mais énormes dans le dos. Et ça fait une ligne et ça me brûle. Mais ça me brûle au point que je peux pas ne pas aller à la pharmacie. C'est pas en mode j'ai 3 boutons de moustique et pourtant je suis allergique et je fais des marques de ouf. Mais là, c'est vraiment, c'est hyper intense. Je me dis, il faudrait enlever le venin et tout. Je pars dans mon délire. J'arrive à la pharmacie et je lui dis j'ai trop mal et tout, c'est horrible, donc c'était dans le dos à ce niveau-là. Et elle me dit mademoiselle vous allez bien et tout, je dis oui à part mes boutons ça va. Elle me dit non mais psychologiquement vous allez bien parce que là ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on appelle un zona. Donc un zona, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, pour le dire très simplement parce que je ne suis pas médecin, c'est un peu comme ta varicelle de l'enfance qui se réveille. Donc c'est pas une maladie que t'attrapes adulte, ça s'attrape pas vu que c'est juste la varicelle, c'est comme une évolution adulte de la varicelle. Donc tout le monde peut faire un zona à n'importe quel moment s'il a eu la varicelle étant petit. Et donc les zonas, il y en a des plus ou moins graves, mais c'est quand même déjà assez grave, dans le sens où en fait ça vient directement abîmer tes nerfs. Donc en fait j'étais tellement sur les nerfs, en fait c'est ça, que donc c'était le dorsal de ce côté-là. J'ai mis 1 an à plus avoir de douleur. Donc, et encore aujourd'hui, quand je fais la vaisselle, ça me fait mal. C'est vraiment la position, la vaisselle, ça me fait toujours mal au dos. Et donc c'est vraiment très caractéristique parce que ça fait vraiment comme une ligne, parce qu'en fait ça suit les nerfs, si j'ai bien compris. Et moi c'était pas très grave comme zona, pas très grave. Si, en vrai, c'est chiant. Mais le plus grave, c'est les yeux. Parce que si j'ai bien compris, tu peux perdre la vue dans les pires cas. Et sauf que la douleur d'un zona, elle est vraiment
très intense. Et donc en fait, la pharmacienne, à ce moment-là, elle voit mon dos et les boutons et elle voit à quel point j'ai mal. Elle m'a dit quand même d'aller aux urgences. Donc j'ai fini aux urgences et c'est là que j'ai été arrêtée pendant... j'ai eu un arrêt maladie de 2 semaines, je crois, parce que je crois que c'est par 2 semaines. Mais en gros, genre le médecin, il a capté en 2-2. Enfin, je sais pas comment... Bah, ils sont formés, hein, ils sont médecins. Mais en gros, en 2-2, il m'a dit... mais du coup, ça va au travail comment ça se passe en ce moment? Genre, c'est un des premiers symptômes d'épuisement professionnel. Donc, épuisement professionnel / burn-out. Quand il me dit que c'est mon corps qui réagit à l'épuisement que je fais subir en ce moment, là, je fonds en larmes. Mais ça a duré longtemps. 1 heure, je suis restée aux urgences à pleurer comme une merde. Et je fonds en larmes et je lui raconte tout ce qui se passe en ce moment. Et là, le médecin, il me dit, ok, donc en fait, là, si tu restes dans la situation actuelle, potentiellement, tu peux aggraver donc ce début de burn-out naissant et finir très 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 mal. Parce que c'est pas une maladie qui est à prendre à la légère. Et vraiment, à partir du moment où tu prends conscience de la chose, parce que le truc c'est que jusque là je faisais comme si de rien n'était, genre tu sais un peu tu gardes tout pour toi, tu tankes et à partir du moment où là genre j'ai pris conscience qu'il y avait un vrai problème, c'est là que vraiment j'ai mis en place des choses. Donc j'ai été arrêtée pendant 1 mois je crois en tout, parce que vraiment je me sentais plus d'aller au travail, j'avais du mal à passer la porte de mon appart et c'est là que du coup après j'ai démissionné. Mais bref, ça a été très long évidemment comme process, je dis pas que ça s'est fait en 2-2, c'est facile de vous en parler 6 ans après, mais tout ça pour vous dire que ce zona est apparu, et donc cette première cause du burn-out est apparue le lendemain d'un échange avec mon manager très salé, on va dire. Échange très salé sur lequel je vais pas m'étaler, mais voilà, moi j'ai eu des relations un peu conflictuelles avec certaines personnes dans certains jobs. Donc tout ce petit aparté sur mon zona et mon burn-out pour vous dire qu'en fait, j'ai déjà connu des situations d'épuisement professionnel, et je pense que quand on est dans une zone de génie, en fait, les heures que l'on va passer à travailler, ce sont pas celles-là qui vont nous causer un burn-out. Oui, c'est bien de prendre des pauses, genre pas moins qu'il y a quelques heures, j'étais en week-end en amoureux dans un château à Angers et c'était vraiment magnifique. Pour autant, je suis trop contente de reprendre ma caméra et de reprendre les tournages. Pour ceux qui ont déjà fait un burn-out, je pense que maintenant, enfin peut-être que je me trompe, mais en tout cas moi, je pense pouvoir voir venir la rechute. Je sais que là, j'y suis pas parce que je réagis toujours au bon moment. Typiquement, là, depuis 1 mois, j'ai repris la création de contenu parce que vraiment, c'était pour ma santé mentale qu'il fallait que j'arrête de autant faire sur la partie agence, parce que c'est pas là où je suis dans ma zone de génie, et je pense qu'il faut que du coup je laisse plus de place aussi à Christian sur cette partie, parce que en fait pour lui c'est pas forcément simple, sachant qu'on s'est associé en janvier, de trouver sa place, puisque au final même si on a créé Circadia ensemble, Circadia découle quand même de Claire No Code. Claire No Code, ça fait 4 ans que je suis toute seule dessus. Faut peut-être lui laisser un petit peu le temps aussi de trouver sa place et de prendre la place qu'il mérite là-dessus. Donc, pour conclure cet épisode, je dirais que pour trouver sa zone de génie, la meilleure chose à faire, c'est de trouver les tâches pour lesquelles vous avez l'impression que le temps passe super vite. En mode, cet épisode de podcast, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes que j'enregistre et je vois que ça fait déjà 30 minutes. Souvent, on dit il faut aussi repérer les tâches pour lesquelles les gens disent « Waouh, t'es trop fort ». Ça, je suis un peu moins d'accord parce que moi, on m'a jamais dit ça pour rien. Enfin, je crois pas. Donc, bon, si vous, on vous l'a déjà dit, écoutez, tant mieux. Mais moi, c'est pas forcément quelque chose qui m'a aidée. Et aussi, on m'avait donné un autre conseil, c'était de repenser à nos passions quand on était petit. Bon, moi, il y a un truc qui colle un peu, c'est que quand j'étais petite, vraiment le jeu auquel je préférais jouer, c'était jouer à la maîtresse. Je jouais à la maîtresse avec mes peluches et mes Barbies, et vraiment genre je donnais des vrais cours, je faisais faire des vrais devoirs et j'attribuais des vraies notes à tous mes élèves peluche et Barbie. En fait, au final, je trouve qu'aujourd'hui, et je préparais mes cours, hein. Genre vraiment, je me documentais sur Wikipédia, j'imprimais Wikipédia pour faire des exposés à ma classe, et là, pour le coup, devant 30 personnes. Hein. En fait, j'adorais faire mon intéressante, enfin, c'était pas faire mon intéressante, parce que j'étais tellement curieuse que je lisais les pages Wikipédia entières, genre je me souviens de la page Wikipédia des dieux de la mythologie grecque, elle est très longue, je vous le dis. Je l'imprimais, et j'en faisais un poster géant que je venais présenter en exposé à ma classe. À tel point que la maîtresse a fini par dire, genre, Claire, arrête de faire des exposés. Voilà, j'en faisais trop souvent. Voilà, moi j'adorais faire des exposés. J'étais la gamine qui voulait tout le temps faire des exposés. On peut se dire que j'étais un peu chelou, mais bon. En tout cas, c'est les meilleurs souvenirs que j'ai d'enfance et ça colle avec le fait qu'aujourd'hui je fasse des vidéos YouTube, dans le sens où j'adore prendre le temps de me documenter, de me renseigner sur plein de sujets pour derrière le présenter ce que j'en ai retenu à ma façon. Ça, c'est un truc que je kiffe énormément. Un peu ce truc de je fais des découvertes scientifiques, parce qu'il y a aussi ce côté scientifique, et je vais vous raconter tout ce que j'ai découvert parce que c'est une dinguerie, et
les gens le disent. J'ai une facilité à le faire avec passion parce que ça me passionne vraiment. J'ai ce côté, j'adore enquêter sur les sciences et le partager. Moi, ma star quand j'étais petite, c'était Jamie de C'est pas sorcier. Voilà. Donc peut-être réfléchir à ce que vous aimiez quand vous étiez petit, ça vous aidera. Moi, c'est pas direct. Je faisais pas des vidéos YouTube étant petite et je faisais pas ce métier-là quand j'étais petite. Il y a vraiment une phase quand même de projection entre le moment où je suis dans ma chambre à présenter les volcans à mes Barbies et le fait que je fasse des vidéos tech sur YouTube aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand on repense un peu à son enfance, ça peut permettre d'aider à trouver sa zone de vie. Bon écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que l'épisode était un peu plus court, mais écoutez, on viendra avec un prochain épisode un peu plus long. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'aborde certains sujets bien spécifiques. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Bye!